Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas retrouvé pour un talk. Donc je suis en présence de Jean Moreau, cofondateur de Phoenix. Bonjour. Merci Jean déjà d'être avec moi sur Melstock. C'est la deuxième fois qu'on tourne ce talk. Donc on va revenir sur ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Après l'idée, c'est vraiment de donner des conseils aux personnes qui nous regardent, donc vraiment de parler comment toi tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Yes. Finalement, toi Jean qui a fait des études, comment tu as réussi à construire aujourd'hui Phoenix. Et on reviendra également sur les conseils et bien sûr les challenges que tu as pu avoir. Let's go. On a eu un paquet. Ouais, avec plaisir. C'est parti. Donc Jean, la première question que je pose à tous mes invités, si tu avais 3 mots pour te décrire, ce seraient lesquels? Comment on te décrirait ou comment tes amis te décriraient? Écoute, c'est une bonne question d'entretien. Exactement. Ça me rappelle mes stages il y a 10 ans. En vrai, 3 mots pour me décrire, je dirais que je suis travailleur, bosseur, Ouais. c'est une condition fondamentale pour être entrepreneur. En deuxièmement, je dirais que je suis pas intelligent parce que c'est trop prétentieux, mais malin. Je pense qu'il faut avoir un peu de ruse dans l'entrepreneuriat. Tu vois. Il faut trouver le bon dosage entre respecter la ligne jaune, parfois la franchir, flirter avec, la dépasser. Donc être malin au sens rusé, c'est important. Ouais, on en reparlera d'ailleurs justement. Et je pense qu'avec mon associé, on a cette qualité-là. Et troisième truc, j'essaye de rester drôle. Et donc j'attache beaucoup d'importance à l'humour, à faire des vannes et à prendre du recul. Ok, why not? Et mine de rien, ça compte et ça infuse dans la culture d'entreprise. C'est vrai? Le fait de ne pas se prendre la tête et de rester Ça c'est important, ouais. humble avec du recul en se disant voilà, même si ça ne marche pas, personne ne va mourir. Exactement. C'est pas très grave. Donc l'humour et la prise du recul. Mais moi j'insiste pas mal sur l'humour. Ouais. Je trouve que c'est une valeur importante. Très cool. Justement, on reviendra un peu aux valeurs. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, si rapidement tu peux revenir sur 2-3 étapes importantes de ton parcours. Est-ce que tu as toujours, toi, voulu entreprendre et ça représente quoi l'entrepreneuriat pour toi? Non, alors moi aujourd'hui j'ai 35 ans. J'ai commencé mon parcours de façon assez linéaire où j'ai fait Terminal S, puis ensuite 2 ans de prépa pour faire les écoles de commerce. J'ai atterri à l'ESSEC en école de commerce où j'ai passé 4 ans. Okay. À l'issue de ces 4 ans à l'ESSEC, je me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur, donc je voulais faire autre chose qu'un métier purement mercantile. Donc j'ai fait un tour en affaires publiques à Sciences Po pour avoir une coloration intérêt général, utilité publique sur mon parcours, sur ma formation. Donc j'ai passé 2 ans là-bas, ce qui était des bonnes années, mais malgré tout, mon premier job, après toute une série de stages, je l'ai fait en banque d'affaires dans la finance, dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch, où je faisais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions. Donc faire fusionner des boîtes du CAC 40, revendre des entreprises, racheter des filiales. Donc, c'était un métier qui était intéressant, qui était assez intense en termes de charge de travail. Ouais, par exemple, tu travaillais combien d'heures? On travaillait facilement 100 heures par semaine. 100 heures? Je pense que la norme c'était de faire 9h30 et puis le soir ça finissait fréquemment à 2h du mat. Mais du coup, t'étais vraiment, pour toi c'était important justement de pas donner de à 100%? Pas de cocaïne. Mais à part ça, beaucoup d'énergie, ouais. un métier super punchy. Enfin avec des hauts, des bas, des pics, mais quand ça partait en violence, c'était intense quoi. Mais en même temps, les gens étaient super bien formés, avançaient assez vite, bossaient bien. Et prenaient du temps pour former les gens. C'est-à-dire dans les banques américaines, on prend le temps de former les juniors, de les mettre sur le devant de la scène, de leur donner assez vite des responsabilités. C'est un modèle qui est très, très, très méritocratique. Okay. C'est moins politique qu'en France, il y a moins de petits copinages et tout. C'est vraiment les meilleurs montent, les moins bons dégagent. C'est assez violent dans les processus de licenciement et tout. Mais il y a une vertu méritocratique qui est assez forte, quoi. Et donc moi j'ai fait ça pendant 5 ans et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre de l'écosystème financier. Ouais. J'en ai eu marre. J'avais fait le tour du métier déjà, pour être franc. Deuxièmement, je me projetais pas trop dans ce qu'étaient mes boss à l'époque. Donc, j'avais pas de modèle. Je me disais pas, tiens, je veux ressembler à ce mec-là dans 10 ans, il a une vie géniale, je veux être lui. Enfin, tu vois, j'avais pas de projection hyper qui me donnait très envie. C'était qui justement tes modèles, toi, à l'époque, quand tu travaillais justement C'était plutôt. là-bas? Alors, l'entrepreneuriat, c'était il y a 5-6 ans déjà. L'entrepreneuriat était un peu moins à la mode qu'aujourd'hui. Ouais. Mais j'aspirais à une vie qui soit moins linéaire en fait. Je voulais avoir un parcours plus atypique, quitte à prendre plus de risques. Je voulais pas être un énième mec d'école de commerce, HEC ou l'ESSEC ou le SCP qui fait 3-4 ans en marketing ou en finance, puis dans un fonds d'investissement. Puis, voilà, tu vois. Je voulais sortir un peu du lot, avoir une trajectoire moins linéaire, plus risquée aussi, mais plus sexy, quoi. Avoir une vie plus cool et vivre plus de trucs. Et puis la dernière
La dernière chose qui m'a fait switcher, c'est la volonté d'avoir un impact, donc d'avoir un métier qui est à la fois de l'impact social et environnemental, et donc de mettre mes compétences au service d'une cause qui me paraisse noble, utile et qui fasse avancer le monde dans une meilleure direction. Donc je dis pas qu'on va pas dans le mur avec Phoenix, mais on a le sentiment d'y aller un peu moins vite que la moyenne, et donc voilà. Trop bien. Et bien, du coup, justement, donc là, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ton parcours, on va dire, qui sont encore peut-être en train de travailler pour des grands groupes, comment tu as eu cette idée de lancer ta boîte et finalement, comment tu as pu franchir le cap de l'idée? Comment ça s'est passé pour toi? Alors l'idée, souvent, dans une startup, elle évolue. C'est ce qu'on appelle, on fait des pivots. On fait des pivots stratégiques. Donc on commence avec un début d'idée, on teste. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on ajuste un petit peu à la marge. On ajuste soit le modèle économique, soit la cible, soit la façon de présenter le business, soit le secteur. Et dans l'occurrence, ça a été ça. Donc quand j'ai décidé de changer de vie et d'arrêter d'être banquier pour lancer une boîte à impact, j'ai commencé à grenouiller dans cet écosystème de l'impact, de ce qu'on appelle le social business, l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire les boîtes qui allient à la fois une rentabilité, mais qui s'attaquent à une problématique d'utilité publique, genre le vieillissement, la santé, l'éducation. Nous, c'est le gaspillage et les déchets, mais voilà, ça aurait pu être une autre thématique. Et quand tu dis grenouiller, c'est ça veut dire t'allais dans les événements, ouais, qu'est-ce voilà, que tu faisais? Aller dans des forums, des salons, des événements, des conférences, des tables rondes. Ok. Donc au maximum, tu essaies de t'entourer aussi avec Ouais, les personnes déjeuner avec des entrepreneurs qui s'étaient lancés dans l'aventure, échanger avec ces comme mecs-là ou ces nanas-là et voir quels étaient leurs conseils, comment ils y étaient arrivés. Et puis j'ai trouvé mon cofondateur. T'as trouvé ton cofondateur Ouais, comme ça? même au départ, on était 3. Maintenant, on n'est plus que 2. Donc ça fait partie des péripéties de l'aventure. On a dû se séparer d'une personne et ça a été pas toujours très simple. C'est assez fréquent en fait, les crises de gouvernance et les divorces dans les équipes. Au début, on était assez pudiques, on n'en parlait pas trop. Et puis quand on a compris qu'en fait, quasiment 9 équipes sur 10 de startups vivaient ces moments-là, où il faut se séparer d'une personne, 2 personnes, 3 personnes. Maintenant, on en parle de façon assez libre. Il faut s'y préparer. Ça fait partie du chemin entrepreneurial. Il y a des gens qui sont bien au début, puis après, ils sont plus bien. Il y a des incompatibilités d'humeur. Il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien. Donc, il y avait ça. Au début, on était 3. On était sur une thématique plutôt ce qu'on appelle le C2C, du consommateur au consommateur. On voulait réduire le gaspillage dans les foyers, chez les consommateurs, donc chez vous et moi. On voulait faire en sorte que quand on part en vacances, quand on part en week-end prolongé, comme le week-end de Pâques qui vient de passer, par exemple, qu'on n'est pas là pendant 4-5 jours et qu'on revient et qu'on se barre et que du coup on balance à la poubelle tous les yaourts, les jambons, les fruits et légumes parce qu'on ne va pas être là pendant 4 jours et que ça va périmer. On se disait c'est con qu'il n'y ait pas aujourd'hui une solution digitale, une appli, un site web pour donner facilement une deuxième vie à ces invendus et les mettre soit à disposition de nos voisins pour pas cher, les donner à l'assaut du quartier, au clochard du coin, au SDF du quartier, etc. Donc au début, on est parti de ce truc-là. D'accord. Donc c'était vraiment un problème qui en plus, toi, te concernait ouais, aussi un truc qu'on avait vécu avec mon associé à titre très personnel. C'est de là qu'est partie l'étincelle du truc. Et ensuite, on a testé ce truc-là, mais qui n'a pas très bien marché, pour être honnête. Ah ouais, comment ça? Au niveau des consommateurs, l'intuition était bonne, de mettre le digital au service de la réduction du gaspillage et de la solidarité. Mais par contre, les volumes étaient des petits volumes. On allait récupérer 2 paquets de pâtes dans un appartement, puis 3 tomates, puis une compote, tu vois. Ouais. Donc c'était cool sur le papier de se dire qu'on allait faire une application anti-gaspillage pour partager les restes entre particuliers, ça sonnait bien. Et dans la vraie vie, c'était compliqué d'un point de vue opérationnel. Donc on s'est dit, ok, on aurait pu arrêter à ce moment-là. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu arrêter? On n'était pas loin de se dire, ok, fausse bonne idée, c'est un mirage, on a cru que ça marchait, en fait c'est une purge opérationnelle, c'est une galère, il n'y a pas de modèle économique, il y a des volumes qui sont beaucoup trop petits. Et en fait, c'est un des conseils que je peux donner à ceux qui nous regardent, c'est ça qu'être un entrepreneur, c'est ça pour moi, c'est de trouver le bon dosage entre ok, là je vais dans le mur, je m'arrête, stop, on pose les crayons, ça sert à rien, on s'entête. Ou au contraire de dire, ah non mais ok, ça marche pas tout de suite, mais je suis pas loin d'un dernier coup de pioche, je suis pas loin d'un truc. Et sans faire de l'entêtement, si jamais je persévère un tout petit peu, si jamais je suis un tout petit peu résilient, je peux basculer, changer un tout petit truc, ajuster un petit réglage, et c'est peut-être que ça va marcher. Et nous, c'est ce qui s'est passé. On a gardé l'intuition de départ, à savoir le digital comme outil de réduction du gaspillage alimentaire. Mais on a basculé du consommateur vers les magasins. On a fait du B2C. Et là, ça a marché. En fait, on a dit notre cible, ça ne sera pas les foyers, le générateur de gaspillage, ça sera les magasins Franprix, Monoprix, Bio c'est bon, Leclerc, etc. Partout, il y a du gaspillage alimentaire. Et on va les connecter avec le consommateur, à travers une application grand public, avec des associations et avec des animaux. Donc chez nous, il y a trois trucs. Mais ça marche bien pour le coup. Ouais. Maintenant, l'invendu chez nous, il a un parcours en 3 séquences. Quand il arrive à J-3, dans un magasin Franprix par exemple,
Le premier service de Phoenix, c'est de le revendre aux consommateurs avec une application mobile grand public. Donc vous allez sur tous les stores, Android ou iOS. Vous pouvez vous connecter sur une application, voir dans les magasins autour de vous, que ce soit les boulangeries, les restaurants ou les magasins Franprix, tous les invendus qu'il y a. Vous pouvez les racheter à prix cassé parce que ça périme ce soir ou demain. Donc vous connectez, vous dites, ah tiens, dans le Franprix d'à côté, il y a un panier de fruits et légumes à moins 60% parce qu'il périme ce soir. Je le commande en ligne, je passe le chercher en magasin. Ça, c'est la première brique du service Phoenix pour réduire le gaspillage. On fait rentrer le consommateur dans la démarche. Donc vous pouvez vous engager, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Chacun fait un petit geste au quotidien contre le gaspillage pour sauver de la poubelle des invendus. Ensuite, si jamais le consommateur n'en a pas voulu, numéro 2, on bascule ça dans un circuit associatif. D'accord, donc s'il n'a pas voulu, directement, c'est pour les associations. Si jamais le panier d'invendus n'a pas trouvé prodeur sur la plateforme, sur l'application mobile B2C, hop, on dit, ok, maintenant, à partir de J-1 ou J0, on le propose au Resto du Cœur, à la Banque Alimentaire, à la Croix-Rouge, à Emmaüs, au Secours Populaire, au Secours Islamique, etc. Super. Et donc là, c'est dans une logique de solidarité. Et troisième temps, si ni les consos ni les assos n'ont voulu du produit, on le bascule pour des animaux. Et donc on va donner les fruits et légumes moches à un zoo, le pain durci du matin, les viennoiseries qui sont pareilles en fin de journée, un peu, on va les filer à la SPA, à des animaux. Et donc avec ces trois canaux, les consos, les assos et les animaux, on arrive à vider les poubelles et à faire des magasins qui sont zéro déchet. Et donc c'est notre nouvelle ambition avec Phoenix, c'est de remplacer le gestionnaire de déchets traditionnel et de mettre en place ce qu'on appelle un nouveau standard dans la gestion des invendus et des déchets. Très bien. Mais du coup, comment justement, en partant finalement, tu sais, tu nous as dit coup de pioche, voilà, avec qui vous a débloqué. Après, comment tu as réussi à convaincre justement les magasins comment ça s'est passé, tu vois, l'arrangement concrètement, comment ça s'est passé? Je pense que un conseil que je peux donner à tous les futurs entrepreneurs, parce qu'il est pas simple à suivre, c'est d'être focus. C'est-à-dire d'avoir, au début, on avait un seul service. Là, j'ai raconté toute la story Phoenix avec l'application mobile grand public, le don aux assos et les animaux. Et en fait, la vérité, c'est que depuis 2014, pendant 3-4 ans, on n'a fait que le pilier du milieu. On n'a fait que le don aux associations. Donc pendant 4 ans, notre métier, ça a été digitaliser les dons alimentaires, faire en sorte que les invendus finissent chez les Restos du Cœur et pas dans la poubelle du coin ou dans l'incinérateur ou dans la décharge. Et ça, c'était hyper important d'avoir un service hyper simple à vendre, facile à comprendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le focus. C'est au départ, il ne faut pas se perdre dans 1000 secteurs. Nous, quand on a lancé Phoenix, on voulait réduire le gaspillage un peu partout, sur toute la chaîne. On se disait, en fait, c'est cool, du gaspillage, il y en a chez l'agriculteur, il y en a dans la chaîne de distribution logistique, il y en a dans l'usine de production, chez Nestlé, Danone, Innocent, pareil. Il y en a dans les magasins, il y en a chez le consommateur. Et au départ, la tentation, elle est forte de dire je vais tout faire, quoi. Exactement, je vais être B2B, B2C. Comme ça. Et puis en fait, pendant 2 ans, on a passé notre temps à dire ok, les agriculteurs, c'est pas pour nous, c'est nos concurrents. Ça, c'est pas prioritaire, ça sera en 2020. Ça, c'est notre métier. Ça, c'est pour plus tard. Et tu vois, en fait, tu passes ton temps à dire tu pars d'un truc qui est hyper vaste et tu dis ça, c'est pas moi, ça, c'est plus tard. Ça m'intéresse pas. Là, il n'y a pas de business. Et tu finis par dire ok, en fait, je vais garder juste un tout petit truc qui était, nous, le don alimentaire dans la grande distribution. Donc, focus sectoriel, focus service. Un seul service, un seul secteur. Et une fois que ça, c'est mature, que c'est robuste, que ça tourne bien, tu reviens sur de la diversification et tu viens brancher ce qu'on a fait, c'est-à-dire une application grand public et de la valeur animale. Mais c'est important d'abord d'avoir un socle solide avant de construire autour. Si tu veux faire trop de trucs au début, tu finis avec 3-4 petits blocs tous fragiles au lieu d'avoir un gros truc costaud. Et c'est mieux d'avoir un gros truc costaud plutôt que 3 petites merdes. Exactement, ça c'est un super conseil. Et du coup, comment toi, au départ, tu te finançais comment vous avez trouvé une business model? Est-ce que tu peux nous parler un peu du côté financement pour toutes les personnes qui nous regardent aussi? Yes, alors nous, l'autre conseil que je peux donner, c'est que, c'est une approche, mais c'est pas forcément la seule ni la meilleure, mais nous, notre culture d'entreprise à l'amorçage, ça a été d'être ce qu'on appelle lean. C'est-à-dire qu'on est parti, on était 2, il y a Baptiste, mon associé et moi, et on est parti avec 1 000 € de capital, 500 € chacun. Donc c'était peu de moyens. Ouais, bah oui, parce qu'on se dit. Ce qui nous a forcé à faire vachement gaffe à nos dépenses, à être hyper économe, hyper capital efficient, comme on dit en anglais. C'est-à-dire on fait attention à 1 € investi, qu'est-ce que ça rapporte. Mais du coup, au quotidien, tu avais des économies de côté, juste pour subvenir à vos besoins. Oui, on avait des économies de côté. On était en rupture conventionnelle des employeurs, donc on avait un substitut de rémunération. Et on a tenu comme ça pendant 1 an. Pendant 1 an, ok. En faisant la preuve de concept, avec très peu de moyens, en disant on va montrer que ça marche. Pas la peine de faire des levées de fonds tant qu'on n'est pas sûr que ça marche, parce que ça mettrait la charrue avant les bœufs. Donc on va d'abord faire profil bas, low profile, on travaille sur le terrain, on montre que la solution a de l'impact, qu'elle attire des clients, qu'il y a de la demande.
Et une fois que ça sera réussi, ce sera plus facile de lever des fonds. Et ça a été le cas. Donc avec un 1000 euros, on a fait comme ça 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Et juste pour ton business model, si tu peux nous rappeler. Ouais, le business model, c'est quand on revend l'application au consommateur, quand on revend l'invendu au consommateur sur notre application, on prend 1 euro par transaction. 1 euro par transaction. Quand on donne aux associations, on prend une commission au succès sur les volumes qui transitent par chez nous. Et pareil avec les animaux. Donc on a un modèle de marketplace, on prend une commission à chaque transaction qu'on rend possible, chaque fois qu'on enlève un produit de la poubelle. Et donc comme ça, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et avec ces 100 000 euros de chiffre d'affaires, on a commencé à intéresser des gens. Parce qu'on avait signé des gros clients comme Carrefour, Franprix, etc. Et donc les investisseurs sont arrivés. Et puis là, on a fait 3 tours de financement. Un premier tour de financement en amorçage qui faisait à peu près 900 000 euros auprès d'un fonds qui s'appelle Starquest Capital, un fonds de capital risque. Et c'est eux qui t'ont contacté? Non, c'est nous, c'était une démarche. Quand on a compris que ça marchait, quand on a compris que notre truc répondait à un besoin et que notre service était à peu près rodé, on s'est dit maintenant il faut aller vite, il faut accélérer, il faut déployer. Exact. Donc on va lever des fonds pour ça. Et donc on a levé de l'argent pour accélérer. Et après on a fait un deuxième tour de table 1 an plus tard où on a fait à peu près 1,5 million de financement pour encore accélérer et ouvrir des bureaux en région. Au début, le premier tour de table, c'était pour financer l'équipe à Paris et une équipe en région à Rennes. Donc on voulait à Paris staffer l'équipe, se salarier, recruter des gens. Et on voulait montrer que le modèle était duplicable dans d'autres régions. Donc on a ouvert à Rennes et Toulouse. Et comme ça a marché à Paris, à Rennes et à Toulouse, on a refait un tour de table pour dire en fait, on ne va pas juste faire 3 villes, on va faire 20 villes en France. Et donc on a financé des ouvertures de villes. D'accord. Et dernièrement, dernier tour de table, on vient de le finir en novembre 2018. Où là pour le coup c'est une levée de fonds de ce qu'on appelle de scaling, de changement d'échelle, où on a réuni 15 millions d'euros pour accélérer à la fois en B2C avec notre application, à la fois à l'étranger, et puis sur d'autres secteurs que la pure distribution. Ok, et du coup, pour les gens qui ne savent pas, tu as écrit beaucoup de contenu justement sur la levée de fonds. Ouais. Si là, tu peux simplement nous dire pour toi les 3 points clés en tout cas qui sont importants pour chaque entrepreneur, si à un moment ou un autre dans leur parcours, ils ont besoin de lever des fonds, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est le début de l'approche des investisseurs? Est-ce que c'est pendant? C'est quoi pour toi les 3 points clés d'une levée de fonds? Alors, si je devais... effectivement, j'ai écrit une série d'articles sur Medium sur ce sujet-là parce que j'avais pas mal de demandes sur partager cette expérience, notamment sur la dernière levée de 15 millions qui sont des gros montants et qui n'est pas hyper fréquente. Donc les gens étaient curieux de savoir comment s'était passé l'envers du décor, donc j'ai essayé de le raconter. Et alors si je devais synthétiser tout ça en 3 conseils, le premier c'est qu'une levée de fonds, c'est long, ça prend beaucoup de temps. Même quand la boîte cartonne, même quand la boîte est sous le feu des projecteurs, il faut l'anticiper. En rétro-pédalage, en rétro-planning, il faut se dire raisonnablement je ferai rien en moins de 6 à 9 mois. Même quand tout est prêt, même quand il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Donc ça, il faut le savoir. Si vous avez besoin de cash, si vous êtes à court de cash dans 3 mois, 6 mois, c'est presque trop tard. Donc il faut anticiper ça et il faut lever des fonds du coup quand ça va bien. Parce que comme ça, on est en position de force. Alors que quand on est, quand on est à court de cash, et quand on est dans le besoin, quand on a le couteau sous la gorge, on fait une mauvaise négo, on se fait rouler dessus par les investisseurs et c'est pas souhaitable. Donc premier truc, c'est anticiper les timings qui sont longs, ça remet de patience et lever quand on est dans les bonnes conditions financières et pas l'inverse. Deuxième truc, c'est que les investisseurs, et ça c'est un truc dont j'ai pris conscience récemment, raisonnent vachement en taille de marché. D'accord. Et en profondeur de marché. Ils veulent être sûrs que la boîte qui finance, elle peut devenir une licorne. Donc ils veulent être sûrs que le marché sous-jacent, c'est ni un mirage, ni une niche qui est plafonnée à quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc assurez-vous que le marché que vous attaquez, ou que la façon dont vous le présentez en tout cas, laisse entendre ou montre qu'il y a un potentiel pour faire plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que sinon, vous n'allez pas exciter beaucoup d'investisseurs si votre boîte est sur une micro-niche ou sur un petit secteur. Donc ça, et marché, moi j'avais vachement sous-estimé ça, c'était la première question de tout le monde sur le levée de fonds de 15 millions. Okay. Quel est votre marché? Quelle taille il fait? Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est, les investisseurs ont raison, c'est plus facile d'avoir 1% d'un énorme gâteau que d'avoir 50% d'un petit gâteau. Donc ils préfèrent qu'avoir un marché de plusieurs milliards d'euros et se dire en fait s'ils sont pas mauvais, ils vont faire leur trou, ils vont réussir à gratter quelques contrats et récupérer 1 ou 2%. Et donc 1% de 10 milliards, c'est 100 millions. Plutôt que d'avoir un petit marché à 10 millions, 20 millions et de devoir choper quasiment tout le marché pour faire une boîte d'une taille correcte. Donc c'est ça, ça remet de patience, anticiper les timings, bien analyser la taille de marché et la présenter de façon super sexy et assez large.
Et troisième truc, et ça pareil, j'en ai pris conscience plus récemment, c'est aussi un show personnel des fondateurs parce que c'est une opération qui est très intuitive personnelle, c'est-à-dire qu'un fonds il investit surtout sur des personnes. Ok. Il investit sur une boîte, sur un produit, sur un secteur, sur un marché, je viens de le dire, mais il investit vachement dans une équipe. Il se dit ces deux gars-là ou cette nana, ce trio, est-ce qu'ils ont du talent? Est-ce qu'ils sont smart? Est-ce que je les vois évoluer en termes de management? Est-ce qu'ils vont grandir? Est-ce qu'ils vont savoir gérer 10, 20, 50, 100, 200 personnes? Donc il y a vachement une question de se marketer en tant que personne. Et il y a une question de fit humain aussi. Ok. Qui est de dire en fait on fait un deal avec un fonds, mais aussi on fait un deal avec un partenaire dans un fonds ou une partenaire dans un fonds avec un investisseur. Et donc il faut que la relation soit une relation de confiance. Donc voilà, travaillez un peu votre personal branding, travaillez votre posture d'entrepreneur et travaillez votre réputation parce que c'est un petit monde, le monde de l'investissement. C'est mon dernier conseil. On n'en parle pas trop de la réputation, mais oui, tu as raison. Le monde de l'entrepreneuriat et le monde des fonds d'investissement, le monde du venture capital, il faut être super vigilant à sa réputation parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il y a une trentaine, quarantaine d'acteurs. Et donc le bouche-oreille se fait très vite. Et du coup, si vous cramez votre réputation, ça va savoir assez vite. Et après, ils se parlent et c'est fini pour vous. Donc vigilance là-dessus, parce que ça compte plus que ce qu'on pense. Très bien. Et du coup, on arrive bientôt donc à la fin de notre talk. Donc avant de passer au Mail Stock Challenge, je voudrais juste que tu partages avec nous une ou deux erreurs que tu as pu faire et pour pas que les gens de notre communauté le fassent. Ce serait quoi que tu voudrais partager? Alors la première erreur, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on s'est associé trop vite. Donc on n'a pas été assez, diligent, on n'est pas allé assez loin dans le screening du profil de notre associé. On aurait dû prendre plus de références, parler à plus de gens, se renseigner sur sa réputation justement, parler à des anciens employeurs. On s'est associé trop vite à trois et on a perdu vachement de temps et d'énergie dans un conflit juridique entre associés. Okay. Ça c'était un problème, on a perdu du temps et de l'énergie. Et le deuxième conseil, il est un peu lié à ça, mais il est un peu différent. C'est que je pense qu'on a, avec le recul, a dilapidé un peu trop vite le capital. On s'est fait diluer comme des morceaux de sucre. Tu voulais des blagues, tu vois? Des petits morceaux de sucre dans un café, tu vois. Okay. Non, mais ce que j'avais sous-estimé, c'est que le capital, c'est quand même, c'est les actions de la boîte, c'est les parts sociales. C'est le cœur de réacteur du projet. Et quand on se lance, on est un peu foufou, on veut régaler tout le monde, y compris les premiers salariés qui arrivent pour donner leur chance au projet et pour mettre en compétence. Donc nous, on a trop vite donné des parts à des gens qui, au bout de 2-3 ans, n'étaient plus tout à fait au niveau, donc sont partis de même de notre fête. Et donc après, tu te retrouves avec des gens qui ont du capital dans la nature et c'est dommage. Quoi. Et tu ne pouvais pas forcément les récupérer en fait? Non, après c'est compliqué de les récupérer. Okay. Une fois que c'est donné, c'est donné. Et en France, récupérer des actions, c'est comme de l'expropriation, donc tu dois les payer. Ou faire des procès et tout aussi. Ok, oui, donc encore plus. Donc il faut être, peut-être que je dirais, il faut être un tout petit peu plus ferme que ce qu'on a été il faut savoir dire non. Ce qui n'est pas simple quand on est entrepreneur au départ, parce qu'on a envie d'embarquer tout le monde. Et en fait, la puissance du non en disant pas pour toi, c'est pas possible, c'est fermé, c'est pas une option. C'est une vertu qui est assez salvatrice pour la suite. Très bien. Bon bah top, merci beaucoup Jean en tout cas d'avoir partagé tous ces conseils. On passe au Mail Stock Challenge, donc 3 petites questions un petit peu un peu différentes. Donc on veut savoir Jean, l'application que tu utilises au quotidien, l'application dont tu ne peux pas te passer. Twitter. Twitter? Ah oui, pourquoi? Je sais pas, je suis addict à ce truc-là. C'est vrai, autant je suis pas plus sur LinkedIn moi. Autant, mais LinkedIn c'est pas toujours moi. J'ai une chargée de communication qui parfois prend le contrôle de mes trucs. Twitter, je sais pas pourquoi, autant je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Snapchat et tout, mais Twitter je suis tombé dedans et je trouve ça assez addictif. Et en plus utile quoi. C'est un réseau social qui est super pro, où il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens de l'écosystème. Et moi je trouve que le temps que j'y passe, c'est à la fois de la veille, je vois passer pas mal d'infos, pas mal de la veille, ok, je me tiens au courant de tout. Et par contre, je pense que j'en fais trop. Je pense que je suis vraiment addict à ce truc, mais en tout cas, je l'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour. Très bien. L'activité, en tout cas, dans ta semaine, qui te permet de justement couper un peu de ton travail, c'est quoi ton truc à toi? C'est dur, l'entrepreneuriat, c'est hyper prenant. Donc ça pousse à faire pas mal de renoncements. Moi, j'ai 2 petits-enfants, un qui a 3 ans et un qui a 2 mois. Donc déjà, quand je rentre chez moi, je débranche et je m'occupe et ça me permet de respirer. Et à côté de ça, j'essaie de faire toujours du sport et un peu de piano. Alors le piano, j'ai plus trop le temps, mais du sport, j'en fais au moins 1 fois par semaine. Je fais au moins 2 heures de foot tous les dimanches.
Ou pareil, je laisse le cerveau au vestiaire, je me dépense et ça me fait un bien fou. Trop bien. Et du coup, troisième, petite blague. On attendait ta blague, genre. Il n'y en aura pas. Ah, Je peux pas, on n'est pas aux grosses têtes, mais je pourrais essayer de. J'y réfléchis. Ok, Pour la prochaine fois. et tu nous tiens au Mais c'est courant. plus un état d'esprit, c'est plus Ouais. c'est pas des vannes sans petit carnet de vannes. Oui, t'as raison, c'est important parce qu'on n'a pas trop parlé des valeurs, mais pour Ouais. toi, c'est hyper important de partager cette C'est culture. probablement un des trucs les plus importants dans une boîte qui change d'échelle assez vite, qui est en Ouais. forte croissance, de maintenir une culture d'entreprise assez forte, de maintenir l'esprit fondateur, la flamme du début. Et ça passe par une culture d'entreprise assez incarnée, avec des valeurs fortes qu'il faut marteler. Et chez nous, c'est entre autres, il y a l'humour. Trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Pour toutes les personnes qui nous regardent, du coup, on va planifier une visite dans les locaux de Phoenix. Vous êtes les bienvenus. Voilà, super. Et comme ça, vous pourrez, pour les gens qui veulent vraiment monter aussi un projet à impact social, ce sera aussi peut-être l'occasion de poser quelques questions. Donc, on essaiera d'organiser ça pour vous. Merci, Jean. Le mot de la fin pour toi, je sais pas, petite citation, petit truc que tu voudrais nous dire. Non, juste engagez-vous. Il y a plein de trucs à faire dans le monde de l'impact, que ce soit l'impact social, l'impact environnemental, la gestion des déchets. Il y a plein de choses à faire pour faire en sorte que la planète aille un peu moins mal. Donc, vous avez un terrain de jeu, un bac à sable qui est énorme. Donc, lancez-vous, vous n'aurez pas de regrets. Moi, je m'éclate dans mon quotidien et je suis content d'avoir un métier qui est d'utilité sociale et qui a un impact. C'est une vraie fierté pour toute l'équipe et pour moi. Donc, à vous de jouer. Très bien, merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. On vous mettra tous les liens en description ainsi que les articles de Jean. Et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de MyStock. Merci.